L'importance et la popularité du mélodrama dans la vie sociale et culturelle d'Italie étaient telles que de nombreuses parodies et satires musicales ont été écrites sur ce genre. Au XVIIIe siècle, ces opéras sur l'opéra ont acquis une telle importance qu'ils constituèrent un micro-genre en soi. La richesse d'informations sur la pratique musicale de l'époque contenue dans ce répertoire n'est pas passée inaperçue chez de nombreux musicologues tels que Daniela Goldin et Paolo Fabri. L'analyse des méta-opéras nous permet d'obtenir un portrait, quoique caricatural, des professionnels de l'opéra tels que chanteurs, compositeurs, poètes, entrepreneurs, protecteurs, maîtres de chant, ainsi que du rapport entre eux, des hiérarchies de la profession, de son milieu social, voire même familial. La situation reproduite dans la mise en scène sont de nature artistique, les sons de chant, de jeux, de scènes, répétitions musicales, performances musicales, auditions, création d'un livret ou composition d'une pièce musicale, autant que de nature économique et sociale, négociation d'un contrat, situation de la vie quotidienne, intrigues amoureuses, etc. L'un des problèmes les plus évidents de ces corpus, c'est que la musique de la plupart des œuvres analysées a disparu. Il ne reste que les livrets. Pour cela, j'ai recouru aussi à d'autres genres musicaux comme des cantates et des madrigaux satiriques avec un aspect métamusical dont la musique a survécu. Il est impossible de parler des méta-opéras, des parodies de satire de l'opéra italien au XVIIIe siècle sans mentionner Benedetto Marcello et son Il teatro alla moda. Cette petite œuvre en prose a été utilisée plusieurs fois, directement ou indirectement, dans la littérature musicologique comme source de la pratique musicale et des mœurs de divers personnages du métier. Certains exemples de méta-opéras, comme L'impresario delle Canarie, ont été influencés par sa parution et sont considérés par certains musicologues comme des vraies versions musicales de ces pamphlets satiriques. D'autres opéras, comme Les Metamorfosi di Amorose, s'inspirent directement du petit livre de Marcello, arrivant même à les citer nominalement à la préface du livret. D'autres encore, comme L'Intrichi delle Cantarine de Antonio Palomba et Domenico Terradellas, ou Il Maestro di Musica du Père Martini, citent des figures du théâtre à la mode, comme les castrats snobs à Lipio Forconi, ou bien les rôles de la reine Filastrocca. Les publics connaisseurs devaient sûrement s'amuser lors de mentions directes du fameux pamphlet. Pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai choisi d'analyser une seule cantate, qui sert d'exemple du potentiel informatif de ces œuvres métamusicales. C'est Carissima figlia, ou bien Lettera del signor Carlo Antonio Benati, scritta alla signora Vittoria Tesi, cantate pour alto de ce même Benedetto Marcello. C'est une cantate épistolaire, dans le sens où le texte est réellement une lettre, vraie ou fictice, qui aurait été écrite par un maestro di musica et adressée à la chanteuse Vittoria Tesi, alors âgée de 18 ans seulement. La lettre est datée de décembre 1718, 2 ans avant la publication du théâtre à la mode, qui était en 1720. Selon Eleanor Self-Ridgefield, le texte est attribué sans documentation à ce même Marcello. J'ai utilisé une approche similaire à ce qu'on l'a historiquement fait avec le théâtre à la mode. Sur la page titre de cet ouvrage, on trouve des subtiles mentions à certaines chanteuses, entrepreneurs, compositeurs, librettistes qui étaient réellement actifs pendant la saison d'opéra vénitienne de 1720-1721. Toutefois, à ces jours, on hésite encore à faire la correspondance directe de cette saison particulière avec les événements satirisés dans les pamphlets. La connexion satire-réalité est toutefois plus évidente dans la cantate présentée ici. Marcello ne laisse pas de doute sur l'auteur présumé de la lettre, qu'il cite nommément. Carlo Antonio Benati était un maestro di capella bolognais et on peut toujours trouver certaines de ses œuvres dans les archives musicales de cette ville. La cantate mentionne aussi certaines chanteuses qui auraient été actives à Bologne à cette période. Ici, je vous lis un peu le texte de la cantate. Notre opéra a bien fini ce dimanche. L'Ambreville est parti pendant la nuit pour Turin. La Muzia est partie hier matin pour Mantova. La Spagnola est partie elle aussi hier matin pour Livorno.
et ce soir partiront la Coralla et la Sartina pour Brescia. Carlo Vitali a ainsi identifié ces chanteuses. L'Ambreville, c'est Anna Maria Ludovica Ambreville, la Muzia, Teresa Muzzi, la Spagnola, Silvia Lodi, appelée aussi la Spagnoletta, la Coralla, Antonia Laurenti, detta Coralli, la Sartina n'a pas pu être identifiée. L'analyse de la collection des livrets répertoriés par Claudio Sartori nous a permis de vérifier l'identité des cantatrices et leur déplacement. On n'y ne trouve pas de traces de Anna Maria d'Ambreville à Bologne en 1718 et en 1719, elle chantait à Mantova. Mais sa sœur Rosa d'Ambreville se trouvait bien à Bologne en 1718 et à Turin en 1719. C'est donc bien Rosa et pas Anna Maria l'Ambreville de Benati. Teresa Muzzi a été correctement identifiée. Après avoir chanté à Bologne en 1718, elle était engagée l'année suivante à Mantova pour chanter dans Tito Manlio et Teuzone di Vivaldi. Antonia Laurenti, la Coralla, avait aussi chanté à Bologne la même année et en 1719, elle chantait dans 2 productions à Brescia, effectivement. Dans tous ces cas, l'information contenue dans la lettre s'avère exacte. On n'a pas tardé à découvrir qu'en 1718, ces 15 chanteuses étaient à l'affiche de l'opéra Alessandro Severo, joué à Bologne au Teatro dei Formagliari. La distribution correspond exactement au nom cité dans la lettre de Benati Marcello. Le livret nous permet aussi de dévoiler la véritable identité de la Sartina. C'est Anna Guglielmini qui, selon Sartori, a effectivement voyagé de Bologne à Brescia, où elle a chanté aussi dans 2 opéras en compagnie de la Coralli. On notera l'absence de Silvia Lodi, la Spagnola. Sartori révèle sa présence à Brescia au carnaval de 1718 dans l'opéra Arregnone et sa prochaine mention est seulement en 1720 dans 2 rôles à Florence. Le récit de la lettre de Benati, s'il correspond aussi à la vérité dans ce cas, nous fait supposer que Silvia Lodi s'est trouvée à Bologne en décembre de 1718, peut-être en repos, elle est originaire de la ville, peut-être en remplacement d'une autre chanteuse dans l'une des productions bolognaises. La lettre cantate suggère aussi qu'elle aurait eu des engagements à Livorno en 1719, ce qui n'a pas été documenté par les livrets sources de Sartori. Le livret de Alessandro Severo ne mentionne pas le nom du compositeur, ce qui est fréquent dans les cas des pasticci. Comme Benati parlait d'Ostropera, cela fait supposer que le compositeur ou pasticheur était lui-même. Et la lettre continue ainsi. Samedi est arrivé à Bologne un cher ami musico qui vient de l'Allemagne et il a entendu l'opéra au théâtre de Sant'Angelo 3 fois et aussi au théâtre San Giovanni Grisostomo et m'a donné des nouvelles de vous et de l'ami et de la Cuzzona, Faustina, bref, de toutes. Dans l'un des manuscrits de la cantate, on trouve des informations supplémentaires sur l'identité des personnages. Sur un mio caro amico musico qui vient de Germania, c'est écrit Bernestato, qui peut être identifié comme étant le castrat Gaetano Bernstadt. Et sur l'amica, on trouve l'indication Lazzani. Les 2 indications sont écrites avec la même calligraphie que le texte principal. Dans les livrets de Sartori, on voit qu'en 1718, Margherita Caterina Zani, l'amica, était à Venise, où elle chantait les opéras L'amor di figlia et Amal'Assunta au théâtre Sant'Angelo en compagnie de Vittoria Tesi, la destinataire de la lettre. De plus, Francesca Cuzzoni et Faustina Bordoni étaient aussi à Venise, où elles se faisaient face pour la première fois en scène au San Giovanni Grisostomo, dans l'Ariodante de Salvi et Pollarollo. Après avoir analysé le texte, regardons un peu la musique. La cantate est écrite comme un grand récitatif, interrompu parfois par des petits passages ornementés. Ces passages apparaissent dans les noms des chanteuses mentionnées et aussi dans des mots improbables comme quiete, bene, tempo, applicazioni.
Pour ces derniers, on trouve un parallèle évident avec Il Teatro alla Moda, dont Marcello propose une espèce d'anti-leçon pour les compositeurs modernes. S'il entre dans les airs des mots propres tels que padre, impero, amore, arena, regno, beltà, etc., ou des adverbes comme no, senza, già, etc., le compositeur moderne écrira sur ces mots de longues roulades, de façon à ce qu'ils soient prononcés ainsi. Padre, impero, amore, arena, blablabla, afin de s'éloigner ainsi du style ancien qui n'admettait pas de roulades sur les mots propres ou sur les adverbes, mais seulement sur ceux qui exprimaient de la passion ou des sentiments, comme tormento, affanno, canto, volar, cader, etc. La cantate applique ces passages du théâtre à la mode dans la pratique. Les roulades figurent justement là où elles ne sont pas bien vues. Par exemple, dans Gondero un poco di quiete, il insère des coloratures dans les mots quiete, complètement à l'envers du sens de la phrase. La même façon de faire se retrouve dans la phrase non sto bene. En ce qui concerne les noms des chanteuses ornementées de roulades, les premiers biographes de Marcello nous a laissé en 1788 les témoignages suivants. La lettre est écrite de Bologne à Venise, et quand dans cette lettre sont mentionnés des virtuosi ou virtuose, Marcello a composé en reproduisant les mêmes agréments et la façon de chanter que chacun utilisait. Plus récemment, Ernst Ferrand a partagé cet avis. C'est une conjecture sûre que le passage des coloratures avec lequel les noms des différentes chanteuses sont ornés ont été conçus comme des allusions musicales à leur manière respective de chanter et, en tant que tels, peuvent être considérés comme des indices précieux des pratiques des performances de cette période et de cette région. Ici, un peu les exemples. Il est fascinant de se rendre compte que l'on voit dans cette cantate un petit assortiment d'exemples d'ornementation vocaux originaux des diverses chanteuses citées, tout en gardant en mémoire qu'il est aussi très difficile d'en vérifier la véracité. Il y a très peu d'exemples de variations vocales des cadences, des da capo originaux de cette époque qui nous sont parvenus. Et on ne peut pas définir un motif typique pour chaque artiste basé uniquement sur un seul exemple. J'ai tout de même essayé de trouver des sources de ces petits extraits. Comme on a pu identifier les opéras mentionnés, l'idée était de voir si les partitions de ces opéras existaient encore et, le cas échéant, si la musique retrouvée pourrait avoir quelques ressemblances aux motifs musicaux attribués aux chanteuses. Malheureusement, la musique originale de l'Alessandro Severo Bolognais de 1718 est perdue. Mais il reste encore, dans les archives vénitiennes, les partitions originales des airs de l'Ariodante de Polarolo de 1718, où chantaient la Cuzzoni et la Faustina. On y trouve également les airs chantés par Vittoria Tesi lorsqu'elle interprète cette même année les deux opéras L'amor di figlia et La Malassunta avec Margherita Zani, l'amica. Le travail avec les partitions de ces deux derniers opéras n'a pas fourni de résultats significatifs. Mais, par contre, une surprise s'est produite dans l'Ariodante, plus précisément dans le cas de Faustina. Un motif de l'air Orrida agli occhi miei, chanté par Ginevra, son personnage à l'opéra, est presque le même que celui composé par Marcello dans la cantate. Comme ça ici, Faustina, c'est Faustina, et celui de Ariodante, c'est dans trois autres airs de Ginevra d'Ariodante, Dammi uno sguardo, Il mio crudel martoro et Dalla sua fronte serena, on retrouve le même motif musical, mais un peu différent à chaque fois, en mode mineur, par exemple, ou bien plus court. Malgré le fait qu'il n'y a pas eu de concordance dans les autres exemples, j'ose croire que j'ai trouvé la source du motif de Faustina dans la cantate de Marcello.
L'art de la bonne ornementation vocale à l'italienne était propre à chaque chanteur et variait selon son habileté, sa créativité, sa culture musicale, souvent acquise pendant des années au Grand Conservatoire. Les femmes, par contre, se voyaient pour la plupart condamnées à l'enseignement privé chez des maestri et souvent accusées d'être des musiciennes moins compétentes. Marcello se moquait de ces filles qui, pour remplir ces lacunes dans leur formation, demandaient aux maîtres d'écrire les agréments qu'elles devaient improviser. Et ici, un morceau de Benedetto Marcello de théâtre. Elle enverra aussitôt ses airs que par une obligeance bienveillante, elle fera copier sans la basse au maestro Cricca pour qu'il lui écrive les passages, les variations, les belles manières, etc. Et le maestro Cricca, sans rien savoir des intentions du compositeur, ni quant au tempo des airs, ni à l'instrumentation, aux basses et de l'accompagnement, écrira en dessous de cela, dans la ligne vierge de la basse, tout ce qui lui passera par la tête, afin que la cantatrice puisse varier tous les soirs. Benatti devrait être l'un de ces maîtres modernes, pour qui les roulades et les agréments jouaient un rôle central dans l'art du chant. Il serait même possible qu'il s'agit en fait de la figure du maestro Cricca du théâtre à la mode, qui sera publiée 2 ans après la cantate. D'autres preuves de cette pratique se trouvent dans une correspondance de Benatti au castrat Antonio Bernacchi conservé à Bologne. L'un de ses élèves, la soprano Anna Peruzzi, engagée pour chanter à Naples dans un opéra de race, en 1733, est restée inconsolable après avoir reçu la partition, à cause de l'absence des agréments. Benatti décrit ainsi la situation. Race lui a envoyé l'air du premier acte. Lorsque celle-ci a vu cet air, elle a commencé désespérément, et avec raison, à pleurer. Je suis arrivé chez elle et j'ai été stupéfait à la vue de cet air. Si l'erreur du signor Sassone est volontaire, au vu de la faible estime qu'il pouvait avoir de la Peruzzi, cette action mérite d'être considérée comme celle d'un homme déshonoré. De plus, dans l'air reçu par la Peruzzi, il y a des erreurs si évidentes que n'importe qui peut les signaler. Les mots sont très beaux pour faire un bel air, comme on y trouve mer, air, vent, effroi et semblable. Et tous ces mots, les Sassone les passent sans mouvement et sans agrément, avec une muse totalement plate et banale. La cantate finit avec une signature musicale de l'auteur, tout aussi ornementée que le nom des chanteuses. Une référence à sa méthode d'enseignement, ou bien une caractéristique générale de la manière de chanter des castrats, de quel Marcello se moque aussi dans un madrigal satirique qui s'appelle Si che lassù, dont nous parlerons une autre fois. D'après mon enquête, il faut conclure qu'il est plutôt probable que le texte de la cantate soit en effet une vraie lettre de Benatti à la Tesi. Et si la cantate présente des liens si étroits avec une fait réelle aussi spécifique, il est tout à fait possible que ce soit aussi le cas du théâtre à la mode, et que, en plus des allusions générales, le théâtre serait une satire tout aussi ciblée que la lettre cantate de Benatti Marcello. Je vous ai présenté ici un exemple parmi tant d'autres de comment le répertoire métamusical nous ouvre une opportunité unique de plonger dans l'univers de la production musicale du Settecento. Ces œuvres, malgré le caractère caricatural, constituent une réflexion des musiciens, librettistes, compositeurs et autres acteurs de la scène musicale sur leur propre profession et éclairent de manière comique et vivante la situation du métier au XVIIIe siècle. Thank you very much.